Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau choc de plaidoyer, cette fois-ci en quart de finale, qui opposera aujourd'hui au sein d'HEC l'équipe, le laboratoire d'HEC. C'est bien ça. Applaudissez-les. Ainsi que la tribune IESEG Paris. Le choc d'aujourd'hui portera sur le thème de l'art, avec un sous-thème qui sera l'art et la haine. On aura deux sujets aujourd'hui. Le premier qui sera l'art perpétue-t-il la haine, et le deuxième sera la haine est-elle créatrice. À la positive, on aura la tribune IESEG Paris, et à la négative, nous aurons le laboratoire HEC. Petit rappel rapide des règles. Votre plaidoyer doit faire idéalement 5 minutes. Au bout de 4 minutes 30, je taperai sur la table. Je ferai en sorte de taper fort. Ne soyez pas déstabilisés par ça. Ce qui vous indique que vous rentrez dans le temps réglementaire, donc de 4 minutes 30 à 5 minutes 30. À 5 minutes, je vous demanderai de conclure. Donc ça vous indique qu'il vous reste 30 secondes. Et à 5 minutes 30, je vous dirai de vous taire un seul mot après le fait de vous taire. Et ce sera considéré comme une faute éliminatoire. Suite à votre plaidoyer, votre adversaire devra se lever, vous poser une question qui doit être une question. Si ça n'en est pas une, j'ai le droit de vous reprendre. Puis, il y aura un échange en deux parties. Une réponse à la question, une réfutation, puis une autre réfutation. Est-ce que vous avez des questions ? Merci beaucoup. Le chef va pouvoir commencer. J'appelle donc pour le premier sujet, l'art perpétue-t-il la haine, pour la tribune IESEG Vianney. La peur. La peur est le chemin vers le côté obscur. La peur mène à la colère. La colère mène à la haine. La haine mène à la souffrance. Rassurez-vous, Star Wars n'est pas ma seule référence. Mais ce continuum créé dans l'épisode 3 de la saga culte est à mon sens essentiel afin de déceler ce qui permet d'affirmer que la haine se perpétue dans l'art. Peut-être trouvez-vous cela hasardeux ou audacieux de commencer de la sorte, et pourtant, le reste est sous vos yeux, accessible à tous, d'une manière ou d'une autre. Oui, car ce qui s'apparente aujourd'hui comme une question de bon sens, de diablement manichéen, ce qui devrait nous amener à un raisonnement binaire, si bien orchestré dans la saga des Skywalker, promet justement un débat passionné sur la pérennisation de la haine par l'art. Et justement, permettons-nous de poser à plat notre problème afin que celui-ci se résolve de plus belle. Passion fondamentale dans le couple qu'elle forme dans son contraire, l'amour. La haine est un sentiment qui incite à repousser ce qui nous est nuisible. Désignée comme passion triste, celle-ci se distingue de la simple colère par son intensité, sa temporalité et sa capacité à nourrir le fanatisme, la violence ou encore la guerre. De ceci, rien ne ressemble à l'art, du moins de prime abord. Pourtant, il ne vous aura pas échappé l'emploi successif d'un terme, plutôt une notion, qui donne en quelque sorte à l'art ses lettres de noblesse, la passion. Oui, la passion, car après tout, le premier trait dessiné sur le papier n'a-t-il pas la volonté de transmettre, de susciter une émotion chez son spectateur, avant toute chose, de passionner ? Alors on pourra me dire caricatural, hyperbolique, généralisateur, car en effet, tout art ne suscite pas passion. Je veux dire, la 6e sculpture en papier crépon de votre petite nièce ne va peut-être pas vous donner une émotion débordante. Toutefois, je ne crois pas faire de fausses notes en disant que parfois, le génie opère. À l'image de ce croquis que je vous dessine, une question simple. Qui n'a jamais été profondément touché par la musique de Chopin ? Qui n'a jamais admiré le génie de De Vinci ? Qui n'a jamais éprouvé le spleen dans les vers de Baudelaire ? D'ailleurs, attardons-nous sur ce dernier, car cette mélancolie, cette souffrance qu'il perpétue dans l'art encore aujourd'hui, est étymologiquement exactement l'origine de la passion. Or, il ne vous aura pas échappé que cette souffrance est nourrie de haine, elle-même nourrie de colère, comme je le rappelais en introduction. Nous pourrions d'ailleurs attaquer plus en détail les fleurs du mal, qui, à l'instar d'une toile de Manet, a subi un procès dans l'indignation, que dis-je, la haine suscitée par la production artistique fut forte. Victorine Meurant peut d'ailleurs en témoigner.
Ainsi, la transmission et la perpétuité de la haine par une œuvre d'art singulière ne fait plus l'ombre d'un doute. Sauf que si on s'arrêtait là, nous n'aurions pas traité l'ensemble du sujet. Dézoomons alors avec notre caméra, afin que l'édifice architectural soit vu non plus en plan serré, mais bien en plan large. Car ce n'est pas seulement un acte ou un acteur qui perpétue sa haine, par son art, la haine. C'est bien plus que cela. L'art peut aussi et surtout faire figure de catalyseur pour mener à des effets de groupe et à des comportements haineux. Car en effet, si l'amour est le sujet le plus étudié, le plus libéré, le plus exalté dans l'art d'une manière générale, son pendant indissociable, la haine, n'en est jamais très loin. D'ailleurs, ce mécanisme qui consiste à s'inspirer de la haine des gens pour l'accentuer, pour la pérenniser, pour la perpétuer, est quelque chose de bien connu dans notre monde d'aujourd'hui où le débat est si souvent trop polarisé. D'ailleurs, certains mouvements artistiques ont permis de libérer une contre-culture à une échelle régionale, le mouvement punk américain dans les années 60 ou encore le mouvement de la Movida en Espagne, qui est venu trancher avec le franquisme vécu pendant 40 ans, libérer les passions des foules et ainsi pérenniser la haine vis-à-vis de l'horreur fasciste traversée. Et finalement, si l'art a un but de durer dans le temps, de figer les standards, les us et coutumes d'une société à une époque donnée, alors ces représentations parfois caricaturales ne sont-elles pas à la fin de l'histoire la preuve la plus pérenne de cette haine ? Alors, nous nous retrouvons face à une interrogation. L'art est-il coupable ? Si perpétuer la haine, c'est refuser l'oubli de nos colères et de nos fractures, alors oui, l'art est le gardien de nos ombres, mais ne nous y trompons pas. En figeant la haine dans le marbre, en la chantant ou en la peignant, l'artiste ne cherche pas à nous détruire, il cherche à nous rendre éternels. Finalement, si la haine mène à la souffrance comme le craignait Yoda, l'art, lui, transforme cette souffrance, cette passion en héritage. Il est ce miroir sans teint où nos rages deviennent des chefs-d'œuvre. Veuillez conclure. Messieurs les jurés, ne craignez pas cette haine que l'art perpétue. Elle est la preuve que nous sommes encore capables de brûler. L'art ne s'arrête pas là où la haine commence, il commence là où la haine refuse de mourir. J'appelle Lucie du laboratoire à lui poser une question. Dans le micro. Le micro. C'est bon ? Merci pour votre discours. Si l'œuvre sert à provoquer la rage, vous avez parlé d'un catalyseur, n'est-ce pas plutôt une arme, un simple outil plutôt qu'une œuvre d'art, une toile, une symphonie ? Je pense que l'art peut avoir plusieurs fonctions, en effet. L'art peut servir d'arme, par exemple, nous le voyons dans des chants patriotiques. La Marseillaise en est un parfait exemple, d'ailleurs, notre hymne national. Cependant, j'ai du mal à affirmer le fait que certaines formes de haine propagées par l'art puissent être considérées seulement comme une arme, puisque, en son essence, elles restent de l'art. Comme une arme ou effectivement comme un outil. Or, la chose étant que l'art n'a pas forcément à... veuillez m'excuser. Si l'art effectivement peut provoquer la rage et être un catalyseur comme vous le dites, cela signifie qu'il a une dimension profondément utilitaire. Est-ce que vous pensez réellement, je me le demande, si cette dimension utilitaire, purement fonctionnelle, répond à l'esprit artistique ? Je pense que l'art a en effet une certaine utilité. Par exemple, lorsqu'elle dépeint justement cette haine, lorsqu'elle la propage, il y a une certaine forme d'art, et nous le voyons bien d'ailleurs dans l'éducation nationale, une certaine manière, nous avons certaines œuvres d'art qui, par la diffusion de haine, va nous interroger et va nous sensibiliser justement contre cette haine. Ainsi, l'art a une fonction d'utilité, oui, afin de sensibiliser, même si parfois, il faut bien le reconnaître, elle fait bien pérenniser la haine. J'appelle donc à la négative, je répète pour le sujet, l'art perpétue-t-il la haine ? Lucie du laboratoire. Imaginez-vous un mur blanc. Devant lui,
Une petite fille avance, un simple cahier à la main. Nous sommes alors en 1960 à la Nouvelle-Orléans, et Ruby Bridge, 6 ans, est la première enfant noire à intégrer une école jusqu'ici réservée aux Blancs. Derrière elle, on peut lire une insulte raciste, un appel à la haine, une attitude brutale, refusant de reconnaître l'humanité de la personne en face pour la réduire à une étiquette, pour réduire cet enfant à une injure, une injonction salissante. Cette scène que je viens de vous décrire est celle d'un tableau, celui de Norman Rockwell dans The Problem We All Live With. Depuis, 60 ans ont passé, et les derniers témoins de ces affronts se feront bientôt rares. Mais l'art, lui, subsiste, car il est ce qui incarne, matérialise et représente les pensées, les visions et les idées de ceux qui ne sont plus. Qu'il s'agisse des grandes heures de gloire de notre humanité ou des pires atrocités ayant existé. S'il est donc une chose que l'art perpétue à travers les âges, c'est bien la mémoire de ces fragments du passé. Mais jamais il ne saurait perpétuer la haine, lui insuffler un nouvel élan. Des tragédies grecques, purgeant les foules jusqu'aux toiles de Rockwell témoignant de l'horreur, l'art expose, dénonce, donne un cadre à ce qu'il dépeint sans jamais le sustenter. Le meilleur moyen de perpétuer la haine serait de l'obscurcir, de feindre l'oubli, de refuser de la représenter, là où l'art nous force à regarder les passions humaines dans leurs pires excès pour ne plus jamais les tolérer. Et si l'expérience artistique est capable de cette prouesse, témoigner sans être complice, c'est en raison de sa nature bien particulière. Une nature qui consiste à ne pas se plier à un rapport purement utilitaire et à se distinguer d'un outil. À l'inverse, la haine, elle, est profondément intéressée. Elle tend vers une fin extérieure. Elle aspire à la disparition de ce qu'elle exècre, à sa souffrance, à sa soumission. Un dessein que l'art ne saurait ébaucher. Certes, l'histoire regorge d'œuvres détournées, des films de Leni Riefenstahl, en passant par les poèmes incendiaires de Aragon à l'égard de Léon Blum jusqu'aux chants de guerre les plus effroyables. Les exemples ne manquent pas. Mais à la seconde où une œuvre est ainsi instrumentalisée, elle perd de sa valeur pour devenir un moyen, un outil de propagande, nous enchaînant à une émotion singulière, alors même que l'art appelle à la contemplation. C'est pourquoi la majorité des œuvres de propagande disparaissent avec leur régime et finissent dans les livres d'histoire. Elles ne perpétuent rien, tandis que l'art, témoin et dénonciateur, demeure et continue de susciter notre réflexion. Que dire également des spoliations de guerre, des pillages coloniaux? Animé par la haine de l'autre, l'homme a ainsi dérobé des œuvres, les réduisant à des trophées, des instruments de domination et d'exclusion. Aujourd'hui, les exigences de restitution nous montrent que, pour retrouver leur dignité d'art, ces objets doivent être dépouillés de leur fonction de butin, de leur fonction utilitaire, afin de redevenir pleinement cette manifestation d'une humanité digne de respect. Ainsi, si des œuvres peuvent individuellement être manipulées, détournées, elles retombent à ce moment-là à leur condition d'outil la plus basse. Car l'art ne saurait cultiver ce qui atrophie la pensée, quand sa nature même est de l'ouvrir. En effet, loin de perpétuer la haine, l'art serait même ce qui permet de l'endiguer. En effet, s'il est une discipline capable de nous éduquer à l'altérité, de nous conduire à embrasser l'autre dans toute sa complexité, c'est bien celle-ci. Tandis que la haine naît d'un esprit replié sur ses préjugés, ses rancœurs, ses a priori, l'art, au contraire, nous confronte à une réalité qui ne dépend ni de nos désirs, ni de nos certitudes. Il nous décentre. Lorsque je contemple une œuvre, je laisse ainsi les yeux, les pensées et les mots d'un autre submerger mon esprit. Mon attention n'est plus dirigée vers moi, elle est suspendue, happée par la description de ce paysage, par cette symphonie mélodieuse, ou même par le dessin d'un enfant. L'effet est le même. On s'extirpe de notre vanité, de nos affects personnels, pour adopter la vision d'un autre. En lisant le Cid, je me laisse submerger par les émotions et les dilemmes d'un autre. En contemplant les portraits de Frida Kahlo, je suis confrontée à ses blessures et ses souffrances les plus intimes. Car là où la haine traite de l'autre comme une chose, l'art lui rend son visage et cultive notre empathie. Face à la toile de Rockwell, l'Américain des années 60 ne voit plus un problème politique, le reflet du mépris véhiculé par la masse. Au lieu de cela, le voilà sommé de regarder un enfant rendu à son évidence, aussi vulnérable que courageuse.
Ainsi, face à ce mur blanc, gravé de préjugés, l'art ne perpétue pas la haine, mais nous apprend à comprendre l'humain qui se cache derrière. J'appelle Vianney de la tribune des Aigles à lui poser une question. Reste peut-être face au micro pour qu'on t'entende. Bien, madame, merci pour votre discours. J'aimerais revenir sur le point que vous avez évoqué sur la mémoire, car, à mon sens, si la mémoire poser demeure, une question. comment pouvez-vous nier la pérennisation de la haine, pleinement part de cette mémoire? Il y a une différence entre perpétuer quelque chose et pérenniser quelque chose. Pérenniser, ça va revenir à faire vivre quelque chose dans le temps, c'est-à-dire à la sustenter, à l'alimenter. Or, pérenniser quelque chose, la conserver son image dans une mémoire, vient la figer dans une situation et ne vient pas intensifier ou du moins alimenter de manière constante cette chose. Et donc, il y a une différence, une distinction à faire, je pense, à ce niveau entre ces deux termes que vous évoquez. Je comprends effectivement une certaine nuance qui peut avoir lieu, mais à mon sens, je ne comprends pas bien là où cela vient contredire mon discours. J'ai moi-même évoqué cette mémoire de la haine. Cette mémoire de la haine évoquée notamment par la Movida. Je pense donc, j'aimerais donc savoir en quoi vous niez justement le fait que l'art soit perpétué, que la haine soit perpétuée par l'art. Eh bien justement parce que cette mémoire que vous évoquez, eh bien, peut parfois même être considérée comme un antidote, un vaccin à cette haine, en nous montrant ce qu'il y a de mauvais, pour ensuite venir l'endiguer et le réfréner. Pour le deuxième sujet, la haine est-elle créatrice? J'appelle à la tribune Niézek de Paris, Bianca. New York, 1980. Un jeune homme dort dans les parcs de Manhattan et tague les murs du métro. Pas par jeu, mais par haine. Haine de la ville qui l'ignore, du système qui l'écrase, du monde de l'art qui ne veut pas de lui. 10 ans plus tard, ses toiles se vendent des millions. Les mêmes institutions qui l'auraient chassé de leurs galeries se battent pour l'exposer. Jean-Michel Basquiat n'a pas adouci sa haine pour réussir, il l'a peinte, exactement telle qu'elle était, crue, noire, hurlante. Et c'est précisément cette haine-là, intacte, non édulcorée, qui a fait de lui l'un des artistes les plus importants du XXe siècle. La haine était sa matière première. Le blues n'est pas né de la joie, le gospel n'est pas né de la paix, et le jazz n'est pas né de la gratitude. Ces formes sont nées d'une blessure si totale, si absolue, qu'elle a dû inventer son propre langage pour exister. Le corps qu'on ne peut pas libérer trouve une autre façon de ne pas mourir, la douleur qui ne peut pas crier trouve une autre façon de raisonner. La haine a créé un langage sonore entier, un langage qui a ensuite colonisé la musique mondiale, y compris celle de leurs descendants d'oppresseurs. Voilà ce que la haine fait. Alors on va me dire, mais ce n'est pas de la haine, c'est de la souffrance, c'est de la résistance, c'est de l'amour de la liberté. Très bien, nommez-le autrement si ça vous rassure. Mais ce que ces hommes éprouvaient en regardant leur maître, ce n'était pas de la tendresse. Et nous perdons quelque chose d'essentiel quand nous refusons de l'appeler par son nom, quand nous le purifions pour le rendre présentable. Nous perdons la vérité du mécanisme et nous perdons la compréhension de ce qui s'est passé. Mais alors, qu'est-ce que créer ? Créer, ce n'est pas produire quelque chose de beau, ni quelque chose de juste, et encore moins quelque chose d'admirable. Créer, c'est faire surgir une forme là où il n'y en avait pas. Une œuvre, un langage, un récit, un contre-monde. Créer n'est pas bénir. Les formes nouvelles laissent rarement des satisfaits, mais de ceux qui haïssent ce qui est. Le dadaïsme naît en 1916 dans un cabaret de Zurich. Autour de la table, des hommes qui haïssent. Une haine précise, nommée, assumée. Ils haïssent la guerre que les hommes ont faite. Ils haïssent l'art qui avait accompagné cette guerre, qui avait chanté les héros, qui avait embelli le carnage. Ils haïssent le langage lui-même, celui qui avait servi de véhicule au mensonge. Alors, ils déconstruisent le langage, ils font du bruit, ils font du scandale. Et ce bruit, ce scandale, a traversé le siècle. Il a nourri le surréalisme, le punk, l'art conceptuel, une part entière de l'esthétique contemporaine. La haine de ce qui est
peut devenir alors la matrice de ce qui sera. Et puis, il y a une autre forme, celle où la haine ne peut même pas se nommer. Sous Staline, les poètes ne pouvaient pas écrire ce qu'ils éprouvaient. Le mot juste était mortel, alors ils ont inventé autre chose. Une langue dans la langue, un code, les opiens. Quand on interdit à la haine de se nommer, elle devient plus inventive encore. Elle creuse des passages souterrains dans la langue. Elle trouve des formes que la censure ne reconnaît pas. Elle crée de la beauté par nécessité absolue. Une beauté qui n'aurait jamais existé si la voie directe avait été possible. La contrainte ne supprime pas la haine, elle la distille. Mais nous devons dire ce qui est vrai. La haine produit aussi des choses monstrueuses. La propagande en est une forme, une esthétique construite, une iconographie pensée, une mise en scène du mensonge d'une cohérence terrible. Oui, mais regardez ce que ça confirme. La haine produit. Même quand ce qu'elle produit est abominable, elle n'a jamais promis de produire le beau, elle n'a jamais promis de produire le juste. La question n'était pas celle-là. Pas doit-on admirer ce que la haine crée, mais la haine crée-t-elle? Alors nous ne pouvons pas répondre autrement que oui. Historiquement, irréfutablement, oui. Pensez à ce que nous n'aurions pas. Pas de blues, pas de gospel, pas de jazz, pas de dada, pas d'avant-garde, pas de satire politique. Cette forme millénaire qui va d'Aristophane aux caricaturistes de Charlie Hebdo et qui n'a jamais existé que par la haine de l'injuste. Pas de littérature dissidente, pas d'art des opprimés, pas de contre-culture. Le monde symbolique humain serait amputé de tout ce qui est né du refus, du dégoût, de la révolte, c'est-à-dire de la haine. Ce serait un monde appauvri, certes plus lisse, plus ordonné, plus acceptable, mais ce serait un monde moins vrai. On nous a appris que les grandes choses ne naissaient que de l'amour, et c'est une belle histoire. Mais regardez l'histoire réelle, pas celle qu'on raconte aux enfants. L'histoire telle qu'elle s'est faite, dans les cales, dans les caves, dans les cabarets, dans les prisons, dans les ateliers, où l'on brisait les règles. La haine a un pouvoir que l'amour n'a pas toujours. Alors, l'humanité transforme ses blessures en rythme, ses dégoûts en avant-garde, ses humiliations en langue parallèle. Retirez de notre histoire tout ce que la haine a forcé à naître, et vous n'obtenez pas un monde plus pur. Vous obtenez un monde mutilé, privé de ses cris les plus inventifs, privé de ses ruptures, privé de ses formes arrachées à l'insupportable. Et c'est cela, au fond, qui nous trouble. L'homme ne crée pas seulement avec ce qu'il aime, il crée aussi avec ce qu'il ne pardonne pas. Et parfois, dans l'ombre la plus sale des passions humaines, naît malgré nous une forme qui survivra à la blessure qu'il a enfantée. La haine ne mérite pas notre culte, mais elle mérite notre lucidité. Parce qu'avant d'être jugée, elle doit être regardée en face. Et regarder en face, une évidence demeure. Même le pire chez l'homme n'est pas stérile. J'appelle le laboratoire d'HEC à venir poser une question. On entend ? Les cris les plus inventifs. Pensez-vous que les pires écrits racistes, misogynes, antisémites de l'art soient inventifs ? Nous ne défendons pas ici que ces cris mêmes sont inventifs, mais que la haine générée par la douleur des gens qui ont subi ces cris peut alors être naissance de quelque chose et donc créatrice. Mais là, vous confondez la douleur, la haine de celui qui a subi, de la victime, avec la haine de celui qui est artiste, de celui qui fait entendre ses victimes. Non, l'artiste peut être aussi celui qui a subi, monsieur. Je vais avoir une réponse. Pardon. Non, il n'y a pas de réponse. À la négative, j'appelle le laboratoire d'HEC pour répondre. Paris, 1932. La presse s'affole, un superbe livre vient d'être publié, Le voyage au bout de la nuit. Alors l'ouvrage est grandiose, certes, mais l'auteur est très sombre, très noir.
Louis-Ferdinand Céline, lui qui a connu la guerre, qui la méprise, place dans la bouche de Bardamu les propos d'un pacifique. Elle est moquée dans les premières pages comme un caprice des généraux, ivre de patriotisme, avide de gloire. On pourrait alors se dire que oui, la haine est créatrice. Et dans votre réponse à la question que je vous ai posée, vous venez de me répondre, oui, après tout, l'artiste peut être lui aussi la victime. Céline en était la victime de cette guerre. On pourrait alors penser que l'auteur haït, l'auteur dénonce, méprise, et donc la haine sert de source d'inspiration. Je hais, donc je crée. C'est un peu ce que vous dites. On crée quoi au juste? Qu'est-ce que la création? Je vais revenir par là. Vous avez rappelé l'étymologie du mot création et nous serons peut-être d'accord là-dessus. Créer, c'est amener une nouveauté absolue. C'est idéologiquement et aussi étymologiquement créare, le surgissement d'une œuvre ex nihilo au milieu du néant. L'artiste, c'est celui qui cherche non seulement en lui les ressources pour créer, mais c'est aussi celui qui va les chercher dehors, chez autrui. Exposition universelle, 1898, au pied de la Tour Eiffel, Debussy apporte une création radicale. Un quatuor inspiré de la musique cambodgienne, balinaise, dans une société occidentalo-centrée. Il apporte une création nouvelle, originale, originelle. Alors j'ai fait l'éloge de Céline au début de mon propos, mais cet éloge n'est pas aveugle. Céline a écrit les pires pamphlets antisémites. Mais cette haine-là dont vous parlez, ce n'est pas le cri du désespéré qui nous pousse à prendre la plume. Cette œuvre n'est pas une création. Les pamphlets antisémites de Céline sont juste une obsession. Il ne fait que recycler des stéréotypes antisémites qui datent de l'affaire Dreyfus. Vous l'aurez compris, créer, c'est toujours faire appel à du nouveau, vers dehors, vers autrui. Haïr, c'est toujours s'enfermer un petit peu plus dans sa colère, avec envie. Vous avez dit ensuite, la haine produit quelque chose. C'est une émotion qui nous mobilise. Je ferai remarquer que le premier orateur a énoncé que l'art naissait de la passion. L'art naît au contraire de la réflexion. Vous avez parlé de Baudelaire, de Chopin, mais Baudelaire, Chopin, que font-ils? À part composer soigneusement des partitions, à part réfléchir à des vers, placer l'hémistiche au bon endroit. Ils ne font rien d'autre qu'un travail patient de l'intelligence. C'est le discernement qui est créateur, pas la haine, pas la simple émotion. Elle sert de moteur initial, mais à ce moment-là, le moteur initial n'est rien sans le travail derrière, sans le labeur. Alors tout cela est un peu concret. Revenons à un exemple simple, le racisme. Nous sommes tous indignés par les apôtres de la haine. Nous les exécrons, nous les méprisons, nous en sommes indignés. Mais la haine n'est qu'une émotion aveugle, même si elle est légitime, comme avec Basquiat. Face au racisme, par exemple, que faut-il dénoncer? Faut-il dénoncer les partis politiques d'extrême droite, ceux qui attisent la haine, les bavures policières avec les dérapages, les contrôles faciès? Non, faut-il dénoncer au contraire la discrimination dans les entreprises et qui règne partout autour de nous? Que faut-il dénoncer? C'est l'artiste, c'est le discernement qui répond à ces questions. Norman Rockwell a répondu à cette question. Il a choisi la figure de l'enfant, Ruby Bridge, c'est-à-dire la figure de l'innocence, car il savait que cela frapperait le lecteur et le spectateur. Vous avez parlé ensuite de la haine envers autrui. Mais je vous rappelle que la haine se tourne aussi vers soi-même. Dans l'éthique, et on dirait presque du maître Yoda, Spinoza écrit « La haine ne peut jamais être bonne ». Alors le propos paraît simpliste, mais il est profond. Pour Spinoza, la haine n'est pas seulement une activité destructrice. Vous avez parlé par exemple de Jean-Michel Basquiat avec la haine contre ce monde, cette indignation, cette frustration. On parle dans tous les cas de ressentiment. Mais vous utilisez ici le biais qu'on appelle le biais du survivant. À choisir un certain nombre de petits auteurs qui marchent comme ça, qui s'inspirent de leur haine, de leur colère pour surgir et pour avoir une gloire. C'est au contraire les artistes qui ont travaillé le plus, ceux qui avaient du talent, de la peine que nous retenons. Le plafond de la chapelle Sixtine, la recherche du temps perdu, les vers de Corneille. Alors haïr les autres, c'est les détruire, mais se haïr soi-même, c'est aussi se détruire. La haine détruit non seulement sa cible, mais elle détruit également son hôte. Alors que nous reste-t-il au lieu de nous détruire? Il nous reste, chers amis, chers publics, l'art. Cet art, ce sont les vers de Rodrigue, qui livre sa haine contre le père de Chimène, mais aussi sa souffrance de devoir le tuer. Cet art, ce sont les toiles de Frida Kahlo, qui déteste son physique, et qui donne, à travers ça, au lieu des larmes de pleurs, des larmes pour vous, pour elle, de joie.
J'appelle Bianca à la positive pour lui poser une question. Monsieur, merci. Ne hiérarchisez-vous pas l'art ici en hissant la chapelle Sixtine au-dessus de notre cher biais du survivant de Jean-Michel Basquiat, alors que celui-ci dépeint effectivement la haine contre l'oppression que tout son peuple a subie. Je suis tout autant un fan de Jean-Michel Basquiat que de Michel-Ange, et je vous ferai remarquer que j'ai cité Maître Yoda, dont je suis également un grand fan. Et pourtant, Jean-Michel Basquiat, que vous venez donc de reciter, dépeint effectivement une haine et pas uniquement son envie de réussir ou quoi que ce soit. Il peint des crânes d'hommes noirs avec des couronnes pour leur redonner la gloire après qu'ils aient été opprimés. Comment pouvez-vous nier la haine qui fait naître cette passion créatrice ? Je ne nie pas la haine, je replace simplement la haine pour ce qu'elle est. La haine, comprenons-nous bien, c'est l'émotion primaire. Mais cette émotion primaire, s'il n'y a pas un travail de l'intelligence derrière pour la mettre en forme, pour savoir comment la partager, pour savoir comment la dénoncer, elle ne sert à rien. Jean-Michel Basquiat peint des crânes, certes, mais il a appris à les peindre. Il y a eu le travail minutieux du crayon sur la toile. Il y a eu l'attention, la patience pour créer des œuvres qui restent dans la postérité et que nous connaissons et que nous admirons tous. Mais la haine ne sert à rien. La haine s'apprivoise. Celui qui cède à la haine, eh ben, il ne crée rien. Il reste dans son petit coin à s'énerver. Celui qui apprivoise sa haine, il la domine avec intelligence. Il est énervé, mais il fait de cet énervement primaire la source de son indignation. Et c'est l'indignation qui est créatrice, pas la simple haine. Pour le troisième sujet, j'appelle à la tribune Yezeg Axel, pardon. L'air est sec. Le sol, ensablé, jonché de quelques rochers, est absolument brûlant. À l'horizon, pas un oiseau. Par terre, pas une plante, pas un insecte. Le soleil est de plomb. L'environnement est stérile, impropre à la vie. Mais ce désert que nous vous décrivions 2 orateurs auparavant regorge de surprises. Et la plus grande de ces surprises est très certainement très petite. C'est la jeune pousse qui germe dans la crevasse. Dans un environnement si hostile, malgré tout, la pulsion vivante arrive à se frayer un chemin. Dans le désert de la haine, l'art éclot. Et le plus fascinant à observer en cette germe, c'est de réaliser qu'en réalité, elle ne pouvait pas ne pas pousser ici. Car dans le lien sacré et documenté entre art et haine, tout est nécessaire. Le cycle, la perpétuité de la haine qui précède l'art et qui lui survivra est essentiel, observé, documenté. Non pas par un nouveau souffle donné, bien que cela puisse arriver, mais par le fait qu'elle puisse être à l'origine, comme à la résultante de l'art. Car même si l'art peut naître du beau, de l'espoir, nous n'irons pas nier le contraire. L'art, quand il est alimenté par la haine, le perpétue nécessairement. Quand l'artiste est haineux et qu'il veut le montrer, il infuse sa toile de cette sourde émotion, de cette sourde passion. Oh, combien des plus belles œuvres sont nées de la haine personnelle. Hugo, Bob Dylan, Goya, Mankiewicz. L'art est un moyen de léguer cette haine éphémère à la postérité de l'homme. Car la haine, qui n'est pas extériorisée, que ce soit par l'art ou un autre moyen, ce n'est pas de la haine, c'est du ressentiment. Et même quand Vianney dit que l'art perpétue la haine malgré lui, malgré elle, cela supposerait que l'art aurait pu faire autrement. Mais l'art ne choisit pas et n'est pas maître de ses décisions. La haine entre dans l'œuvre parce qu'elle est dans l'homme. L'homme ne s'extraira jamais de ses passions constitutives. Mais est-il légitime, moral, que la germe de l'art puisse pousser dans le désert de la haine ? Je n'en sais rien, je ne suis pas jardinier. En revanche, je n'irai pas pointer du doigt la pousse en la traitant de mauvaise herbe. Le rôle du scientifique est de regarder la réalité, ce qu'il a face à lui, sans jugement, sans prétention. J'ai face à moi une plante qui se ferait un chemin dans les rochers. Et même dans les pires horreurs, celles qui résultent de la haine, l'homme continue d'étudier. Leni Riefenstahl a été condamnée pour crime de haine et pourtant c'était une révolutionnaire, sûrement pas au sens marxiste, mais une révolutionnaire dans son art, dont les méthodes sont toujours étudiées aujourd'hui. Et même si la haine détruit également d'une manière assourdissante, même si la haine peut pousser à la violence, notion bien différente, si la haine peut pousser aux pires horreurs, la haine reste créatrice.
Car sur le temps long et cyclique, il n'est pas possible de dire assurément la haine détruit plus qu'elle ne crée. Mais le sujet n'est même pas là en vérité. Nous ne faisons pas de bilan comptable, même si nous sommes tous en école de commerce. Même le feu, qui brûle la forêt, permet à de nouvelles espèces de germer. La destruction n'efface pas la création, elle en est parfois même la condition. Dans tous les cas, le fait que nous ayons brûlé des livres, interdit des œuvres, condamné des artistes est la preuve que la haine crée quelque chose d'assez puissant pour déranger. Rares sont ceux qui censurent ce qui est réellement stérile, et même quand on ampute l'art de la haine, quand on le purifie du violent, la haine revient différemment. L'art stalinien, le réalisme socialiste, haïssait lui-même la vérité en représentant l'héroïsme. Et quand on ne pouvait pas haïr son gouvernement, du moins retranscrire cette haine en art, l'humain, par nature, a été suffisamment inventif pour inscrire ses passions dans l'Aesopien. Mais observons la question différemment. Art et haine sont liés par nécessité, par nature, et à partir de cette vérité, chers contradicteurs, vous tentez l'exercice d'équilibriste de les rendre imperméables. Vous pouvez dire que l'art transforme la haine en mémoire, qu'il ne la perpétue pas et qu'il la tue. Malgré tout, quand le moteur principal pour tuer reste la haine, oui, elle reste à l'essence de l'art. Quand affirmiez-vous la vérité? En disant que la haine ne crée pas, ou en disant que l'art transforme sans perpétuer? Ou même quand ça reste un vaccin, parce qu'un vaccin c'est dans un cadre contrôlé, la haine et l'art? Non. Et figurez-vous, on a tenté directement les vaccins sous le prisme de l'art et de la haine. Birth of a Nation, diffusé en 1915 à la Maison Blanche, auprès de Woodrow Wilson, pour sensibiliser. Résultat, renaissance du Ku Klux Klan. Vous pouvez dire que l'art au final n'est même pas créé, qu'aucun artiste n'est créateur. Bon, j'extrapole un peu, mais globalement, si on est obligé de se baser à chaque fois sur quelque chose qui n'existe pas, aucun artiste n'aura créé puisqu'ils sont tous issus de certains mouvements. De quoi avoir la rage. Chers contradicteurs, séparer l'art de la haine, c'est séparer l'homme de lui-même. Et ça, l'histoire de l'art ne le permet pas. Mais alors pourquoi ce lien est-il indestructible? La haine a quelque chose que l'amour n'a pas. L'amour accepte le monde tel qu'il est. La haine, au contraire, le refuse. Ce refus est la condition de toute rupture esthétique majeure. Dada, le punk, le surréalisme, aucun n'est né de l'acceptation. L'art né de la haine est un art qui documente tant la haine est épistémique. C'est un art qui refuse l'amnésie, qui grave pour les âges la réalité du monde d'aujourd'hui. Et l'art qui refuse la haine ne devient pas plus pur, il en devient juste moins vrai. La question n'est donc pas de savoir ce qu'est la haine, ce qu'est l'art, ce qui est moral ou même ce qui ne l'est pas. La question est de savoir ce que l'homme est. Un être de passion, muet d'une volonté de les graver pour toujours. Et si vous retirez de notre histoire tout ce que la haine a forcé à naître, vous n'obtenez pas un monde plus pur, vous obtenez un monde mutilé. J'appelle pour lui poser une question Brieux du laboratoire HEC. Merci beaucoup pour votre discours. Ne pensez-vous pas justement que c'est la haine qui sépare l'homme de son humanité? Bien écoutez, la haine en tant que part inhérente de l'humain, en tant que l'une de ses passions, est forcément humaine. Je ne vois pas en quoi quelque chose d'humain séparait l'homme de lui-même. Parce que justement, la haine qu'on ressent envers autrui, la haine qu'on ressent pour un individu, pour un groupe de population, c'est précisément parce qu'on se construit sur des stigmates, qu'on nie leur humanité, qu'on les considère comme inférieurs à nous, qu'on ne les considère pas comme notre égal. Et donc, en ce sens-là, la haine est une négation de l'humanité, de celui envers qui elle est adressée. Non, à ce moment-là, vous ne séparez pas l'homme de lui-même, vous séparez la société directement. Effectivement, c'est un processus qui arrive. Mais justement, l'art a une part toute intégrante à jouer, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, en perpétuant l'amour ou en perpétuant la haine, car l'art qui perpétue la haine est un art effectivement qui divise et qui, pour le coup, sépare l'homme de lui-même. Donc non, la haine ne sépare pas l'homme de ce qu'il est. La haine, au travers de sa perpétuation dans l'art, donc du fait qu'elle crée au final une part de l'art, va diviser la société, ce qui est complètement différent. J'appelle donc pour le dernier passage du côté du laboratoire d'HEC, Brieux. Drôle de déclaration d'amour, n'est-ce pas? Va, je ne te hais point. Comme si de la haine à l'amour il n'y avait qu'un pas, comme s'il n'y avait pas entre ces deux extrêmes une gamme infinie de sentiments nuancés. Car voyez-vous, la haine, à l'égard d'une personne ou d'un groupe, ne constitue pas une simple frustration, une colère passagère.
Haïr quelqu'un, c'est mépriser son humanité, c'est négliger son intégrité. Et cela va bien au-delà de considérer ou non le sentiment amoureux. En d'autres termes, très cher public, cher jury et surtout cher contradicteur, haïr, c'est mal. Brillante leçon d'humanisme, me direz-vous. Mais puisque vous persistez à défendre la haine et son instrumentalisation, il me semble important de rappeler des principes essentiels. Déjà, avant toute chose, la haine contre le fascisme vous prônez. Mais la haine, le fascisme et le côté obscur liés ne sont-ils pas ? En l'encourageant à devenir ce que vous aviez juré de détruire, vous risquez. La haine s'exprime contre ce qui est. Elle ne peut imaginer ce qui n'est pas. Oui, le blues était une réponse aux violences raciales subies par les populations américaines. Mais c'est une forme d'art qui prône l'union, la solidarité et l'amour de son prochain. Il n'y a aucune haine là-dedans. Non, la haine, la vraie, elle ne crée rien. Elle n'est que destruction. Seule, elle ne peut nourrir un quelconque progrès. Et c'est précisément ce que vous a exposé notre deuxième orateur. Elle est un danger, une chimère qu'il convient de combattre. Et notre première oratrice vous a présenté son chevalier Bellérophon, l'art. Oui, l'art. Celui qui crée pour de vrai, lui. Mais aussi celui qui sait montrer la haine sans l'attiser, qui sait ouvrir les yeux sans les invectiver et qui sait toucher les consciences sans les corrompre. L'art est le rempart ultime que nous avons face à la haine. Il l'est parce qu'il agit sur les causes qui mènent à haïr. Il l'est parce qu'il expose ce qu'implique vraiment haïr. Il l'est car il s'assure que personne n'oublie jamais ce que signifie vraiment haïr. Reprenons Frida. Frida Kahlo se haïssait. Elle ne supportait pas son corps, meurtri d'un grave accident de bus, qu'elle ne voyait plus qu'au travers d'un carcan de stigmates qu'elle cultivait sur elle-même. Cette haine qu'elle vouait à son propre être aurait pu la consumer, la détruire de l'intérieur, au point de la pousser à l'irréparable. Mais plutôt que de la garder en elle, Frida l'a expulsée en la projetant sur la toile, la colonne brisée, d'une violence et d'une honnêteté crue. De cette démarche, il faut retenir le courage d'avoir su affronter sa propre haine, plutôt que de se laisser emporter par des abjects tourbillons destructeurs. Elle a créé pour vaincre sa haine. En l'exposant au monde entier, elle a mis à distance sa haine. Elle a appris à l'apprivoiser. Mais alors, pourquoi l'art et pas un autre mécanisme ? Précisément parce que l'art a cette propriété unique de pouvoir raconter le monde sans en subir les conséquences. Il peut, de fait, incarner la haine, la donner à voir dans toute sa brutalité, sans pour autant la libérer. Il permet de comprendre sans tomber dedans. Et c'est en cela que c'est un rempart efficace, en ce qu'il permet d'effectuer le devoir de mémoire pour que la haine ne se perpétue pas par l'ignorance, tout en coupant court à sa force destructrice. C'est ce que nous enseigne le tableau de Rockwell. En le voyant, vous avez tous saisi la haine raciale qu'il dénonce. Mais j'ose espérer que nul parmi vous n'a eu envie de revenir à l'époque de la ségrégation. Preuve que la haine peut être peinte et dépeinte, comprise et apprise, sans être ravivée pour autant. Et c'est là qu'incombe à l'art une lourde responsabilité. Parce qu'il est le seul cadre dans lequel la haine peut s'exprimer sans s'exercer. Tout ce qui glorifie ou atténue les effets de la haine ne peut être de l'art. Ce serait trahir sa nature même. Adoucir la haine, l'embellir, l'esthétiser, ce n'est pas créer, c'est pervertir. Cette exigence-là, très peu d'œuvres l'ont incarnée autant que Shoah de Claude Lanzmann. 10 heures de témoignage, pas la moindre image d'archive. Pas de martyrs portés en héros, pas de violence reconstituée qui glisserait vers une glorification indécente de la souffrance, pas d'effets cinématographiques superflus. Rien que la vérité, sourde, glaciale, implacable du témoignage authentique. Pour que la réalisation du devoir de mémoire ne s'atténue pas au fil des années, pour que jamais, au grand jamais, ne puisse se glisser dans les failles que le temps laisse malgré lui dans l'histoire, une dédiabolisation silencieuse et insidieuse. Alors certes, il n'est pas nécessaire que l'art soit toujours autant dénué d'artifice, mais il n'exprime en sa pleine capacité sa fonction cathartique que quand l'œuvre sait où se situe la ligne entre incarnation et sublimation. Et puisque vous aimez tant Baudelaire, parce que si l'on peut faire de l'or avec votre boue, jamais on ne doit faire une toile de votre sang, une ode de vos invectives, un opéra
de vos cris. J'appelle Axel à la tribune IESEC Paris à poser une question. C'est bon, on m'entend ? Super. Tout d'abord, je vous remercie. J'avais une simple question. L'art coupe-t-il véritablement la haine, malgré le devoir de mémoire, quand nous sommes obligés d'ajouter des disclaimers à certains ouvrages pour éviter que cette haine se perpétue ? C'est précisément en cela qu'il va couper la haine. C'est en montrant la haine dans sa forme la plus pure, dans sa forme la plus véritable, en montrant qu'elle a existé, en montrant comment elle a été, que le message qui est passé par l'œuvre d'art, c'est justement de dire plus jamais. Ces disclaimers, ce qu'ils visent à dire, c'est qu'on ne montre pas la haine pour l'attiser, c'est qu'on montre la haine pour la faire comprendre et pour à jamais faire en sorte qu'elle ne se reproduise plus. Et à ce moment-là, ce n'est pas l'art qui va couper la haine, qui va couper la perpétuation de la haine, ce sont les pouvoirs publics, puisque en général, les pouvoirs publics ne censurent pas quelque chose d'inoffensif, quelque chose de stérile comme de l'art. Donc visiblement, la haine, tout d'abord, est imprégnée dans l'ouvrage, elle est à sa source, à sa création, mais en même temps, visiblement, il y a un risque qu'elle le perpétue, d'où l'action des pouvoirs publics. Alors, justement, vous me parlez d'action des pouvoirs publics, et moi je trouve ça extrêmement intéressant, puisque la première mesure qui est prise par tous les régimes haineux, par tous les régimes fascistes que vous avez dénoncés, la première mesure qui est prise, c'est justement de couper l'art, c'est de l'empêcher d'exprimer une lutte à la haine qu'ils inspirent. Donc justement, vous nous faites la démonstration parfaite que par l'art, on peut lutter contre la haine, par l'art, on peut se révolter contre la haine, par l'art, on se bat contre la haine. Je vous remercie. Bravo. Vraiment bravo aux deux équipes. On peut les applaudir encore une fois. Merci à la tribune IESEC de s'être déplacée et merci à HEC d'avoir pu accueillir un match qui était vraiment agréable à regarder. On va pouvoir procéder au délibéré en commençant par les retours généraux de ce match. Et sur ce, je laisse la parole à notre chère Valentine. Ok, est-ce qu'on m'entend bien ? Très très bien. Ok, super. Eh bien, merci beaucoup à vos deux équipes. Bon, avant toute chose, je serai disponible en privé si vous avez besoin de retours un peu plus précis, enfin beaucoup plus précis parce que là, ils ne vont pas l'être. Je vais revenir sur certaines choses par rapport à ce match qui était en effet vraiment bien. C'est un vrai match de quart de finale, etc. Mais il y a quand même des choses sur lesquelles il est temps de vraiment, on doit s'arrêter. Arrêtez de venir avec vos feuilles pour poser des questions. En fait, vous êtes vraiment trop mimi. Vous arrivez avec votre petite feuille, avec la question marquée dessus. Puis des fois, après, vous continuez de lire dessus, alors qu'on sait qu'il n'y a rien du tout. Vraiment, vous pouvez juste mémoriser la question. On sait qu'un choc, c'est stressant, etc. Mais vous pouvez mémoriser cette question. Aussi, on a adoré le fond de vos discours. Genre, vos discours sont exceptionnels en termes de fond. En termes de culture, en termes d'image, d'exemples, etc. Mais la plume a parfois été laissée un petit peu de côté. La forme a été mise un petit peu de côté sur, honnêtement, la majorité des discours. Donc, pour l'équipe en tout cas qui va passer à l'étape supérieure et même pour l'autre équipe en général, travaillez vraiment la forme, travaillez vraiment avec votre plume. C'est ce qui vous permettra de passer votre fond vraiment et de le faire inculquer dans la tête des autres personnes, enfin de vous. Aussi, vous avez 72 heures pour un match de plaidoyer. 72 heures, ça fait que vous ne pouvez pas lire entièrement votre discours. Avoir un support écrit, c'est possible, et évidemment, beaucoup d'orateurs fonctionnent avec des supports écrits, mais c'est un support écrit, ce n'est pas juste tous vos textes imprimés et vous la tête dans votre discours. Il y en a, ok, on est en visio, donc c'est assez différent, mais il y en a qui n'ont quasiment pas levé la tête du choc, et c'est vraiment compliqué de juger ça. Donc franchement, il faut faire un effort sur la lecture. Là, on est en quart, c'est ok. En demi, ça passera pas. On ne vous demande pas de faire du sans notes, de manière impérative, mais quand même de vous séparer le plus possible de vos discours. Aussi par rapport au fond de vos discours et par rapport à ce que vous portez comme idée, ça va aller avec la cohérence.
vous pouvez aller beaucoup plus loin. Les sujets se font ensemble et se traitent ensemble. Il y a une vraie cohérence entre les sujets. Ils sont reliés aux sous-thèmes et aux thèmes. Donc vous pouvez aller beaucoup plus loin. Il y a un vrai fil argumentaire à développer. Il y a un vrai fil rouge de compréhension. Et ça, c'est peut-être ce qui a manqué des deux côtés. Et c'est la chose sur laquelle vraiment vous devez le plus vous concentrer. Voilà. Mais sinon, c'est objectivement un très bon choc. C'était vraiment hyper agréable et on sent le travail énorme de vos deux équipes sur tout ce qui a été fait et la manière dont ça a été abordé. Il y avait énormément de sujets qui étaient difficiles et d'exemples difficiles à expliquer, à aborder et qui étaient très touchy. Vous l'avez fait avec vraiment un grand sérieux et un très bon travail, donc de manière brillante. Donc vraiment merci beaucoup pour ça. C'est tout pour les retours généraux. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut laisser Inès faire ses retours. Attendez, Tango. Bonsoir à toutes et à tous. Merci. Valentine a pré-shot quand même beaucoup de retours, mais je vais essayer de faire rapidement pour côté tribune IESEG. Je vais essayer de faire un point positif, un point négatif, parce que comme ça, c'est un peu plus sympa quand même. Sur le fond, de toute façon, on voit votre travail tant sur le fond que sur la forme. Sur le fond, on le voit particulièrement quand même. Vous avez fait un bon travail de définition et de cadrage, de quoi découlent des bons arguments et surtout des très bons exemples, enfin, des deux côtés, mais je me concentre sur la tribune ESSEC. Mais on a vraiment été ravis, surtout sur un sujet sur l'art, d'avoir des références culturelles aussi diverses, pas toujours attendues, et ça fait plaisir, vraiment, parce qu'au final on a appris des choses au passage, et ça j'aime beaucoup. Plutôt côté négatif, on avait un peu le sentiment parfois que c'est pas que vous manquiez totalement d'écoute, mais que vous auriez pu peut-être vous adapter un peu plus les discours à certains moments par rapport à ce que venait de vous dire la négative. Parce qu'on n'est pas non plus en débat parlementaire, c'est pas il y a un gouvernement qui pose un cadre et il faut que l'opposition le respecte, il faut qu'on essaie d'avoir de l'écoute des deux côtés, de l'adaptation pour que en fait vos arguments portent d'autant plus puisque vous arrivez à répondre à la négative, voire essayer de peut-être un peu plus pré-shot, prédire, avancer avant eux les arguments que vont avancer la négative. Sur la forme, j'aurais pas grand chose à dire parce que vous avez mine de rien des belles plumes. L'incarnation la plupart du temps est bonne. Elle serait encore mieux si vous lisiez moins, je pense, mais ça vaut pour les deux équipes. C'est-à-dire que moins on lit, plus on incarne, ça va souvent ensemble. Mais j'avoue que c'est une chose souvent compliquée en concours d'éloquence, particulièrement avec le stress. Mais côté plus négatif, vous pouvez peut-être aller chercher un peu plus de changement de ton, de changement de rythme et d'envolée lyrique, parce que en fait c'est le championnat de plaidoyer, vous pouvez vous le permettre, votre forme elle est bien plus libre et moins cadrée, je suis désolée j'arrête pas de comparer, mais qu'en débat parlementaire, donc sentez-vous libre aussi parfois peut-être de tester des choses, de vous mettre peut-être en danger sur des formes ou du moins des tons, des changements de voix, de rythme, etc. que vous n'avez pas encore testé. Mais sinon, j'ai vraiment apprécié ce choc et vous avez fait un très bon travail et je vous en remercie sincèrement. Merci beaucoup Inès pour tes retours. Et moi du coup je vais me concentrer plus sur les retours côté HEC. Globalement, c'était bien. C'était vraiment bien. Il y a eu du travail, il y a eu de l'adaptation, une qualité d'adaptation qui était vraiment rare. J'ai rarement vu, notamment en plaide, des textes qui se sont aussi bien adaptés à leurs adversaires. Beaucoup de culture générale, mais il y a des choses à redire. Pour moi, l'incarnation, vous auriez pu aller beaucoup plus loin. Vous auriez pu crier, vous auriez pu hurler. Vous aviez le texte pour, vous aviez le fond pour, c'était excellent. Peut-être sous forme de plume, comme l'a déjà dit Valentine, faire en sorte d'aller peut-être plus loin. Être encore plus littéraire. Aller encore plus loin dans les images, dans les métaphores, etc. Ça aurait vraiment fait la différence. Et aussi, je dirais de manière générale, le fil rouge et la cohésion d'équipe. Vous êtes en quart de finale, vous en avez fait des plaids, et vous savez que vous pouvez faire mieux. Et vous le savez, hein.
Je sais que là, vous attendez à ce que je dise ça. Donc, vraiment, la cohésion d'équipe, c'est quelque chose qui, pour moi, a pêché des deux côtés. Mais vraiment, je vous insiste, faites en sorte de la travailler de manière plus claire et pour faire en sorte que ce soit évident, quoi. Et qu'il y ait vraiment un fil rouge entre les trois discours. Mais dans tous les cas, on fera des retours plus détaillés et plus précis pour chaque personne plus tard. Est-ce qu'on passe à la délibération des réponses que tout le monde attend? On commence par quoi? On part par toi, Valentine, c'est toi qui commence. Tu te débrouilles. Moi, je vais annoncer du coup les victoires dans les duels. Donc, sur le thème l'art, le sous-thème l'art et la haine, sur le premier sujet, l'art perpétue-t-il la haine, on a donné la victoire à Lucie. Bravo. Je peux pas faire de commentaires à chaque fois, sinon ça va être très long. Sur le sujet 2, la haine est-elle créatrice? On a donné la victoire à Alexandre. Et enfin, sur le sous-thème, nous avons donné la victoire à Brieux. Bravo à vous trois. Inès, je pense que tu peux passer à la suite. Oui, talent. Sur le titre même de meilleur orateur ou meilleure oratrice pour ce débat, nous avons décidé de l'accorder à Bianca. Je vais faire un mini commentaire, mais on a beaucoup aimé ta plume et notamment ton incarnation et justement pour tes envolées lyriques, ta maîtrise du rythme, des changements de rythme, des changements de ton. Et en plus de ça, le fond était génial, c'était vraiment super, les exemples étaient très bien choisis. Donc pour ça, on a décidé de t'accorder le titre de meilleure oratrice. Juste pour ajouter un petit détail, je pense que Bianca t'incarne vraiment ce qu'est une bonne oratrice, dans le sens où c'est la maîtrise de la solidité du fond avec la maîtrise de l'incarnation. Et pour nous, tu as vraiment ressorti du lot dans ce débat, des deux côtés, vraiment des deux équipes, et c'est pour ça que tu as eu ce titre. Je vais pouvoir passer du coup aux deux derniers points, les points qui vont être Décisif dans la décision de la victoire de ce match. Tout d'abord, on va passer au point de meilleur orateur, oratrice lors d'un affrontement. Et ce point revient à Brieux. Bravo. Et pour passer du coup sur le dernier point, même si bon, vous avez compris qui du coup est le gagnant, pour le point de cohésion d'équipe, même si pour nous ça a pêché des deux côtés, il revient à HEC. Pour parler un tout petit peu de ce point-là, pourquoi on a décidé de le mettre à HEC, c'est qu'on a trouvé qu'il y a eu plus de reprises d'exemples, reprises de métaphores qui ont été faites, et aussi une structure de discours qui est le fait de reprendre les arguments de son adversaire et de vraiment s'adapter à ce que son adversaire a dit auparavant, qui était peut-être plus clair et qui faisait plus en sorte de vous démarquer en tant qu'équipe, plutôt qu'à Liezeg, où on n'a pas trop eu le fil rouge, même si de votre côté aussi on n'a pas vraiment eu de fil rouge, mais c'était les éléments qu'on a réussi à discerner qui nous ont permis de décider qui allait avoir ce point-là. Mais en tout cas, bravo réellement aux deux équipes, parce qu'on a vu qu'il y avait du travail, on a vu qu'il y avait de la culture, on a vu qu'il y avait de l'intelligence dans les arguments, donc vraiment bravo à tous. Pardon. Est-ce qu'on peut juste mentionner l'affrontement entre Bianca et Alexandre qui était juste vraiment génial, et on en a énormément parlé pendant les délibérations, et je pense que c'est important de marquer aussi quand genre les affrontements sont vraiment géniaux. Si Brieux, tu mérites vraiment ton titre de meilleur orateur dans l'affrontement, dans comment tu l'as utilisé et comment tu as terminé juste magistralement ce débat. L'affrontement de Bianca face à Alexandre et de Alexandre face à Bianca était vraiment génialissime. Donc vraiment bravo aussi à vous deux pour ça. Bravo, bravo, bravo. Et surtout, pour parler de cet affrontement, pourquoi c'est aucun de vous deux qui a eu le point de meilleur orateur ou oratrice lors d'un affrontement? C'est parce qu'en fait, c'était excellent des deux côtés. C'était vraiment excellent des deux côtés. Là où pour nous, Brieux s'est plus démarqué par rapport à son adversaire. Et le point de meilleur orateur dans un affrontement, c'est vraiment ça. C'est à quel point on a surpassé l'autre. Et dans l'affrontement de Bianca et Alexandre, c'était, je pense, un des meilleurs affrontements que j'ai vu cette année. On a eu un assassinat
au début de la part de Bianca et on a eu une riposte d'un mort-vivant qui est sorti pour se venger de l'autre côté. Donc c'était vraiment excellent. Bravo à vous deux. Eh bien, c'est sur ça que se clôt ce débat. Merci à tous de nous avoir regardés. Au revoir. Je ne sais pas si je dois dire au revoir maintenant. Au revoir, au revoir.